Elle a appris très tôt que la confiance en France peut être une violence déguisée. Vanessa Paradis n'a pas seulement grandi sous les projecteurs, elle a grandi sous les regards. C'est lui qui applaudit puisque lui qui juge. C'est lui qui adore puisque lui qui se lasse. Et dans cette alternance brutale, elle a construit une règle intime presque, une discipline, ne rien donner trop vite, ne pas laisser entrer n'importe qui. Aujourd'hui, elle est 52 ans, et ces chiffres chez elle n'est pas un cap mondain qu'est un seul, car Vanessa revient encore mais autrement, un 8e album. Le retour des beaux jours s'annonce comme un retour après des années de silence musical et une tournée prévue au printemps 2026. Pour cette sortie, elle accepte l'entretien. À sa manière, des questions précises des réponses brèves le contrôle du périmètre. Et une consigne rappelée noir sur blanc place de vie privée. Alors pourquoi maintenant? Parce que cet album est plus personnel que les autres, traverse par la perte, par la famille, par ce qui reste quand l'image publique s'effrite. Elle le dit sans effet, à propos de la présence de ses enfants dans le disque, je ne l'ai pas fait exprès, ce n'était pas un bot. Une phrase simple mais lourde, elle ne scénarise pas l'intime, elle le laisse existe, quand elle insiste. Et qu'est-ce là que surgit un deuxième nom, un nom inattendu parce qu'il ne relève pas du romanesque ni du peuple, un nom de travail, un nom de plateau, Guillaume Canet. Canet c'est un acteur qui avance vite qui parle franc, qui sait ce qui écoute une scène quand elle est vraie, un homme de cinéma aussi donc un homme de contrôle comme elle est au fond. Mais entre eux, il y a quelque chose de plus rare que l'affinité, une confiance née dans une droite ou d'habitude on se protège. Leur point de jonction n'est pas une soirée ni une photo. Si c'est un film, la clef réalise par Guillaume Niclou sorti en 2007, où ils se retrouvent tous les deux au générique. Un thriller, une mécanique de faux semblance et paradoxalement un terrain où l'on peut reconnaître chez l'autre si qui ne triche pas la tenue, la loyauté et le respect du rythme. Là où Vanessa s'est fermée de ce qu'on veut prendre quelque chose, elle peut face à certains partenaires donner parce que rien ne lui est arrache. Mais alors, qu'est-ce que Vanessa Paradis entend exactement quand elle parle d'une confiance née avec Guillaume Canet? À quel moment précis cette confiance a-t-elle bascule du professionnel vers quelque chose de plus intérieur et surtout? Qu'est-ce qu'elle accepte de révéler aujourd'hui maintenant alors qu'elle a passé une vie entière à cette terre? Ce n'est pas une histoire de coupe de foudre, c'est une histoire de méthode et surtout de limites. Quand Vanessa Paradis croise Guillaume Canet, ils se rencontrent d'abord dans un cadre très français, très concret chez lui d'un film de genre La Clef réalisé par Guillaume Niclou sorti fin 2007. Un thriller. Un récit à tiroirs. L'histoire d'un homme ordinaire, Eric Vincent, 31 ans, passé soudain happé par une affaire liée à un père qu'il n'a jamais connu jusqu'à se retrouver au centre d'un piège qui le dépasse. Canet tient ce rôle-là. Vanessa, elle apparaît au générique comme Cécile, une figure qui ne s'explique pas d'un bloc et qui oblige le spectateur comme le personnage à attendre, à douter, à relire les intentions. Pour comprendre la rencontre, il faut regarder l'instant de leur trajectoire. Guillaume Canet, assis au moment-là, n'est pas seulement un acteur populaire, il vient d'être consacré réalisateur, né le 10 personne sorti en 2006, Louis Vaut, le César du meilleur réalisateur lors de la cérémonie 2007. Autrement dit, il arrive sur la clef avec une réputation de travailleur, un homme qui connaît l'intérieur d'un plateau, mais aussi l'envers, la fabrication, la pression, les choix qui coûtent. Vanessa Paradis, elle porte un autre type de célébrité. Place ancienne, place exposée parfois, place assinée. Le Festival de Cannes rappelle si double parcours chanteuse devenue star adolescente, actrice confirmée avec des rôles, marquant un itinéraire où la clef s'inscrit naturellement. Elle n'a jamais eu besoin de prouver qu'elle existe, elle a surtout appris à choisir comment elle existe. Et c'est précisément là que quelque chose se joue. Sur un thriller, on ne peut pas faire semblant long terme, on doit accepter un tempo, se laisser guider par le partenaire. Supporte parfois d'être tenu à distance pour que la scène respire. Et Vanessa, depuis toujours, travaille avec une forme de retenue, elle donne oui, mais à condition que personne ne force, qu'on ne confonde pas intensité et intrusion. Mais alors, comment la confiance peut-elle naître avec quelqu'un comme Canet lui-même est réputé exigeante? Justement parce que l'exigence quand elle est propre rassure. Sur la clef, Canet n'est pas là pour séduire. Il n'est pas là pour prendre une présence, il est là pour que tienne. Pour que le film avance. Et ce type d'énergie sèche et précise concentrée peut devenir une protection pour une actrice qui a passé sa vie à être regardée. Pour Vanessa, la rencontre avec Canet n'a donc rien d'une fusion.
C'est l'inverse, une reconnaissance mutuelle de la frontière. Cette frontière, c'est celle du jeu, celle du respect, celle du travail bien fait. Pourtant, une frontière ne crée pas automatiquement la confiance. Elle ne fait que rendre la confiance possible. Ce qui fait basculer souvent question détail la façon dont un partenaire écoute une consigne, la manière dont il accueille on refuse, le moment où il ne comble pas son silence. Et dans un film comme la clé faite de fausses semblances et de pièces manquantes, ce type de précision devient capital si l'on triche tout s'effondre. C'est soit là où ce jour-là, peu importe parce qu'un tournage est une succession de jours qui se ressemblent, Vanessa comprend quelque chose avec Kane, elle n'a pas à se défendre. Elle n'a pas à jouer la confiance. Elle peut l'organiser, la construire comme on construit une scène en posant des marques claires en s'y tenant et en laissant le reste venir. C'est une confiance qui ne fait pas de bruit, une confiance de professionnel d'abord. Puis avec le temps, une confiance placera celle qui naît quand on a vu l'autre travailler sans masque, sans drame, ajoute sans dette cachée. Et c'est cette confiance-là que des années plus tard Vanessa accepte d'évoquer, pas pour réécrire le passé, pas pour fabriquer une légende, mais pour nommer une chose simple presque oubliée dans le monde du spectacle, la sécurité intérieure que peut donner un partenaire quand il ne franchit pas la ligne. Vanessa Paradis n'a jamais été une artiste du moment. Elle est une artiste du temps long. Et c'est précisément pour que quand les années de gloire arrivent, elles ne ressemblent pas à un feu de paille, elles ressemblent à une installation, à une présence qui s'impose sans sur l'air. À l'époque où la clef se prépare puis saute, Vanessa n'est pas en train de revenir, elle est déjà là depuis longtemps. La France, le vieux éclore adolescente, propulse très tôt avec Jolie Taxi sorti en 1987, un titre qui s'installe au sommet des classements pendant 11 semaines en France, un fait rare presque écrasant pour une jeune fille à peine sortie de l'enfance. Et cette célébrité précoce laisse une empreinte durable, la sensation que tout peut basculer, que l'amour du public peut devenir une contrainte. Mais alors, au milieu des années 2000, quelque chose se replace à fin. Vanessa semble choisir un autre rythme, moins de bruit, plus de justesse. En 2007, elle sort Divinity, le 5e album studio publié fin août. Un disque de maturité où l'on entend une pop française plus artisanale, plus ciselée, portée notamment par Mathieu Chédid, crédit sur plusieurs titres jusqu'à apparaître en duo sur les Pillés. Si n'est pas un détail, mais c'est l'époque. C'est le goût du son vivant des arrangements qui respirent d'une scène française qui cherche à rester élégante sans se figer. Et Vanessa assume cette scène, la preuve, la tournée devient un objet en soi documenté par un album livre Divinity, les tours enregistrés pendant la tournée et publié en 2008. Ce livre n'est pas seulement un produit, c'est une photographie de crédibilité. Une façon de dire au public je suis là, je tiens la durée, je ne me cache pas derrière un studio. En face, Guillaume Canet traverse un moment de bascule comparable, mais dans un autre monde, celui du cinéma grand public qui veut rester sérieux sans perdre la foule. En 2006, né le 10 à personne sort en salle. Le film devient un événement et Canet emporte l'impact comme réalisateur au point d'être associé aux récompenses des César 2007, où le film figure dans les sélections et où François Cluzet remporte notamment le César du meilleur acteur. Ce qui compte ici que n'est pas les tapis rouges, qu'est l'idée qu'un acteur passe à la réalisation pour d'une coupe changuère de statut. Canet n'est plus seulement un visage, il devient une signature. Et cette signature va se confirmer. Quelques années plus tard, en 2010, il écrit et réalise Les Petits Mouchoirs, film choral porte par une distribution prestigieuse sorti en France le 20 octobre 2010. Le film n'est pas qu'un succès de critique, il devient un phénomène de public hallucinant notant dès novembre 2010 qu'il filait vers les 3 millions d'entrées dépassant alors le seuil symbolique qui en France change la place d'un réalisateur dans l'industrie. Et partir de la Canet s'installe comme l'un des hommes capables de réunir des stars, une histoire et la salle. Ce qui est fascinant, c'est que les années de gloire ne sont pas brillantes de la même façon. Vanessa, elle, avance par effacement contrôle, elle laisse parler les chansons, les rôles et garde le reste à distance. Sa gloire ressemble à une fidélité. Canet lui vit une gloire d'accélération, les tournages, les succès, l'exposition qui monte et l'autorité qui se construit très vite. Pourtant, ils partagent un même instinct, celui de la maîtrise. Dans ces années, la tout se joue sur la confiance justement. La confiance des équipes, la confiance des partenaires, la confiance qui permet d'exister au sommet sans se dissoudre,
la clef les a mis en contact à un moment où chacun déjà savait ce qu'écouter une image publique. Et au sommet de cette connaissance devient une armée ou une menace. Car place on brûle, place on attire, place on réussit, place on projette sur vous. Alors une question arrive, presque mécaniquement une confiance, née dans le travail suffit-elle à résister à la machine du dehors et quand tout va bien, quand on est au sommet, est-ce qu'on voit venir la fissure. La confiance ne se brise pas toujours sur une trahison, parfois elle se fissure sur des détails, une phrase trop vite dite, un silence trop longtemps tenu, une attente mal formulée. Après la clef sortie en salle le 9 décembre 2007, Vanessa Paradis et Guillaume Canet ne deviennent pas un duo au sens où le public l'entendrait, ils restent d'abord deux trajectoires parallèles de carrières qui s'observent à distance avec cette forme de respect et du travail partage. Et c'est précisément là que la mécanique change sur un plateau, la confiance est encadrée. Au plateau, elle devient plus fragile parce qu'elle n'a plus de règles visibles. Mais alors, qu'est-ce qui fait sur une confiance professionnelle? D'abord le rythme. Guillaume Canet, après avoir consolidé sa place de réalisateur dans le cinéma grand public, s'engage dans une dynamique de projet de plus en plus lourds en écriture, en production, en exposition médiatique. Vanessa, elle, avance autrement. Elle protège le temps selon les retraites uniformes de pudeur qui n'est pas un caprice mais une stratégie de survie. Et cette différence dans le monde du spectacle est rarement neutre. Pourtant, on confond facilement la réserve et la distance. Quand un artiste comme Vanessa choisit de répondre pour de se tenir en retraite certains y voyant un refus, une froideur, une fermeture, elle y voit un contrôle minimal, garde la main sur ce qu'on ne pourra pas lui voler. Ce n'est pas une posture inventée après coup. À l'occasion de la sortie de son album Le Retour des Beaux Jours, le monde souligne qu'elle s'est prêtée au jeu de l'interview, mais reste sur ses gardes marqués par les attaques subies lors de sa notoriété précoce. Autrement dit, même quand elle parle, elle se protège encore. Et c'est là qu'apparaît la première fissure possible, la différence de rapport au dehors. Canet, dans son rôle de réalisateur, doit convaincre Federer occuper un espace public. Un film, ce n'est pas seulement une œuvre, qu'est une campagne, une présence, une parole qui circule. Vanessa, elle sait qu'écoute la parole qui circule. Elle a appris que la circulation abîme. Alors parfois la confiance ne se discute pas entre eux, elle se débat contre les autres, contre les interprétations, contre les raccourcis, contre ce que le public fabrique à partir de deux noms sur une affiche. Ce soir-là, ce n'est pas un soir romantique, c'est un soir de rumeurs. Le cinéma français adore raconter des histoires au champ. Il transforme une bonne entente en récit, un respect, en complicité, une collaboration en roman. Et même quand rien n'est dit, même quand rien n'est affirmé, le simple fait que le doute existe impose une tension parce qu'il faut guérir ce qui n'a pas été choisi. Et la Vanessa s'est crispée, non pas contre Canet, mais contre l'effet collatéral. Si que la confiance produite malgré elle un angle, une projection, une narration médiatique où elle n'a pas besoin de preuves pour avancer. Mais alors, comment ne pas se perdre quand les dehors racontent à votre place? La fissure souvent naît d'un déséquilibre d'efforts. L'un a le temps de répondre, l'autre non. L'un veut mettre les choses au clair, l'autre estime que clarifier qu'est déjà nourrir la machine. Vanessa a cette logique la moine nourrit moins qu'agrandit, sauf qu'en face le monde moderne fonctionne parfois à l'inverse, le silence devient suspect et le suspect devient information. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas un scandale, c'est une fatigue. La fatigue de devoir composer avec des récits parasites, la fatigue d'être utilisable, la fatigue d'avoir en permanence quelqu'un qui pense savoir. Et dans cette fatigue, la confiance est testée. Parce que la confiance, ce n'est pas seulement croire que l'autre ne vous trahira pas. C'est croire que l'autre comprenne votre manière de vous protéger. Aussi Canet est un homme de mouvement de production de collectif, Vanessa est une femme d'angle, mode de discrétion, de cadre intime. Deux façons légitimes d'exister mais qui s'ajustent mal si elles ne sont pas explicitement reconnues. Mais alors, l'ajustement est-il possible? Peut-on préserver une confiance ne sur un plateau quand tout auto pousse à la déformer et surtout, que fait-on quand les fissures ne viennent pas de l'autre main du monde? La rupture n'arrive pas toujours comme un scandale, parfois elle arrive comme une décision calme qui laisse des décombres silencieux. Pour Vanessa Paradis, la crise est la plus visible ne porte pas le nom de Guillaume Canet. Elle porte un autre nom plus lourd, plus international, plus exposé Johnny Depp. Pendant 14 ans, ils ont partagé une vie d'enfance et un imaginaire public qui s'impose à eux comme une étiquette.
Puis en juin 2012, la séparation est annoncée officiellement présentée comme amiable avec une demande explicite respectant leur vie privée et surtout celle des enfants. Mais alors, qu'est-ce que cette phrase amiable recouvre vraiment? C'est qu'elle recouvre souvent dans la vraie vie que c'est une tentative d'éviter la guerre. C'est un effort pour ne pas laisser la machine médiatique transformer une douleur familiale en spectacle. Et Vanessa depuis toujours sait que le spectacle est un piège, il simplifie, il découpe et il exige un camp. Pourtant, même quand on se sépare proprement, la tempête ne demande pas l'autorisation. Le simple fait que le couplet se termine devient un récit, une hypothèse permanente, une chasse aux détails. Et dans le cas de Vanessa, cette période devient réactive et qu'elle redoute le plus la confiscation de son intimité. Des années plus tard, le monde rappellera à quel point elle reste marquée par la violence du regard public et combien elle demeure sur ses gardes dans l'exercice de l'interview. Ce soir-là, ou plutôt cette année-là, ce n'est pas seulement un couple qui se défait, c'est une architecture de confiance qui doit être reconstruite. Car lorsqu'on a vécu longtemps avec l'idée que le monde sait quelque chose de vous, la séparation devient double, on se sépare de l'autre. Et on se sépare de l'image fabriquée autour de vous. Et c'est ici que Guillaume Canet revient non pas comme un protagoniste sentimental, mais comme un contrepoint. Canet, lui, a aussi connaît les effets destructeurs du récit extérieur, parce que sa vie est mêlée à une autre figure centrale du cinéma français, Marion Cotillard. Leur couple rendu public à partir de 2007 est un objet constant de projection, de spéculation, de lecture, psychologique, parfois absurde, parfois cruel. En juin 2025, ils annoncent leur séparation en insistant sur le commun accord et la bienveillance mutuelle précisément pour couper court aux rumeurs et empêcher l'emballement. Mais alors, que fait cette actualité-là dans l'histoire de Vanessa? Elle agit comme un révélateur, parce que quand un couple emblématique se défait, le public rembobine. Il ressort les images, les vieux films, les anciennes complicités. Il réinvente des choses, il cherche des preuves, il réclame une phrase qui explique tout. Or, Vanessa n'a pas envie d'expliquer, elle a envie de préciser. C'est là que la crise prend une forme plus intime, non pas l'explosion mais l'étouffement. Vanessa traverse des années où le silence n'est pas son choix esthétique mais une protection. Elle revient à la musique à intervalles, elle joue, elle existe mais elle refuse de raconter ce qui pour elle appartient en Oyao. Et quand elle revient en 2025, 2026 avec le retour des beaux jours, elle pose à nouveau la même frontière, pas de vie privée. Pourtant, en dit-elle peu. Dans ces retours, il y a une fragilité assumée. Le disque est traversé par des thèmes personnels et même par la présence de ces enfants, signe d'une intime qui cette fois n'est pas mise en scène mais accepte. Et à partir du moment où elle accepte de dire voilà, c'est qui m'a tenu la question de la confiance, revient forcément pas la confiance romantique vendue dans les magazines. La confiance comme condition de survie à qui peut on se confier quand on sait que tout peut être déforme. Alors dans ce contexte évoqué, Guillaume Canet devient presque une manière de reprendre la main sur le récit, non pas pour nourrir une fiction, mais pour rappeler un fait humain. Il existe dans ces métiers des liens qui se construisent sans emprise. Une confiance née dans le travail, dans le respect de la limite et dans une forme de loyauté qui ne demande pas de déclaration publique. Et c'est là finalement le cœur de la crise après une rupture comme celle de 2012, après des années à se méfier du dehors, la confiance ne redevient jamais naïve. Elle devient technique, elle devient une discipline, elle se donne à petites doses et seulement à ceux qui n'essayent pas de la forcer. Mais alors, après la tempête, comment vit-on, comment aime-t-on, comment travaille-t-on quand le silence est là sur le diguet surtout? Que reste-t-il une fois la crise est passée quand on a appris à ne plus rien attendre du bruit? Après une crise, elle n'a pas cherché à expliquer, elle a cherché à tenir. Vanessa Paradis traverse l'après comme on traverse une ville dont on connaît les pièges sans se presser, sans s'exposer, inutilement en choisissant ses passages. Ce qui change, ce n'est pas son talent, il est là depuis longtemps. Ce qui change, c'est la manière de se protéger. Mais le magazine du Monde le rappelle à 52 ans, elle reste sur le qui-vive marqué par la violence de l'exposition précoce et par tout ce que le regard public a pu lui faire peur. Alors, après la tempête, elle organise sa vie autour d'un principe simple, ne pas confondre présence et disponibilité. Elle peut être là, elle peut revenir, mais à ses conditions. Et ce retour n'est pas un geste de communication, c'est un geste d'artiste. Un 8e album, Le Retour des Beaux Jours, annonce pour le 10 octobre 2025.
Un disque co-construit avec Étienne Daho et Jean-Louis Pierrot selon Le Monde qui porte autre chose qu'un combat, il porte la preuve qu'elle a continué à vivre, à écouter, à accumuler des silences utiles. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement après la tempête? D'abord, elle travaille avec des gens qui comprennent les mots cadres. Daho dans Le Monde décrit une intention très précise sur l'ouverture du disque. Il voulait que Vanessa entre dans l'album comme on entre en scène. Ce n'est pas un détail esthétique, c'est une image de réapparition maîtrisée. Chez Vanessa, la maîtrise n'est pas une coquetterie, c'est une condition pour continuer. Ensuite, elle accepte que le personnel traverse l'œuvre sans transformer sa vie en matière première. On sait via Le Monde que le disque comprend des contributions de ses enfants Jacquette Lily Rose Depp. Et pourtant, elle ne vient pas la famille. Elle la protège même quand elle la laisse apparaître. Puis vient la scène, parce que revenir en studio c'est une chose, revenir face au public est une autre. Une tournée est annoncée pour 2026 avec un départ au printemps, mais selon plusieurs annonces et des étapes majeures dans Paris. Et l'on apprend même toujours via Le Monde version anglaise que la date parisienne au Zénith s'est vendue très vite en quelques jours après l'annonce. Pour Vanessa, si succès immédiat n'a rien d'une revanche. Qu'est-ce un test est qu'elle peut revenir sans si perdre est qu'elle peut être désirée sans être dévorée. Et danser après, elle continue aussi d'exister ailleurs que dans la musique. Le Monde évoque des projets d'actrice à venir comme une manière de dire qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a simplement déplacé l'énergie selon ce que sa vie permettait. Pourtant, l'après-tempête a une autre conséquence plus intime. Il redéfinit la confiance. Quand on a vécu l'intrusion, on devient allergique aux gens qui s'approchent trop vite. On repère les gestes qui prennent les curiosités qui pesant les questions qui ne cherchent pas une réponse mais une faille. Alors Vanessa choisit, elle trie, elle réduit le cercle, et elle valorise plus que jamais la fiabilité professionnelle sur qui comprennent qu'un nom n'est pas un affront, que le silence n'est pas un mépris, que la pudeur reste une frontière légitime. C'est aussi dans ce contexte qu'un nom comme Guillaume Canet reprend un sens particulier, pas comme un personnage romanesque, comme une figure de l'après quelqu'un associé à un type de confiance rare, celle qui se construit sans forcer, sans réclamer, sans exploiter. Mais alors, si cette confiance existe, pourquoi la nommer aujourd'hui, pourquoi la sortir de l'ombre au moment même où elle revient sur scène où tout pourrait être raconté autrement? Parce que la presse tempête, ce n'est pas seulement se remettre, c'est apprendre à dire une fois calmement voilà qui m'a permis de continuer. Elle ne brise pas le silence comme on jetait une bombe. Vanessa Paradis brise le silence comme on en trouve une porte juste assez pour laisser passer l'air, puis elle la referme calmement. À l'occasion de la sortie de le retour des beaux jours, elle accepte l'entretien, mais elle impose un cadre né de questions précises, des réponses concises, et dès que l'échange s'égare, on sent l'impatience monter comme un rappel à l'ordre. L'exercice dit on n'a rien d'une conversation. Ce n'est pas de la froideur, c'est une stratégie, parce que chez elle parler n'a jamais été gratuite. Mais alors, pourquoi parler aujourd'hui? Parce que cet album l'a ramené à une zone où elle contrôle moins la zone intime. La perte de la famille, les deuils, les liens qui survivent au vacarme. Le Monde raconte que le disque inclut même des contributions de ses enfants. Jacquette Lily Rose Depp et Vanessa, chose rare, acceptent d'en dire quelque chose sans en faire une histoire. Elle tranche simplement, je ne l'ai pas fait d'expresser, n'était pas son but, puis elle ajoute comme pour impequer toute lecture romanesque, ils vivent dans la musique et leur talent m'inspire qu'est tout. Si c'est tout chez Vanessa est un monde, c'est là de fermer la porte juste avant que les autres ne s'y engouffrent. Pourtant, au milieu de cette prudence, quelque chose affleure. Une révélation, oui, mais une révélation qui ne porte pas sur les détails croustillants. Elle porte sur une mécanique intérieure et la manière dont elle décide désormais à qui elle accorde sa confiance. Depuis des années, les réalisateurs et les partenaires qui l'ont dirigé employant les mêmes mots et son propre confiance. Guillaume Gallienne, par exemple, insiste, c'est très agréable de la diriger parce que c'est quelqu'un qui fait confiance. Et l'article précise presque comme une loi cette confiance, Vanessa Paradis la réserve aux gens du métier, aux cinéastes qu'elle choisit, aux musiciens qu'elle choisit. Mais alors, c'est ce qu'est la révélation. Oui, parce que cela renverse l'image facile qu'on colle à Vanessa, la femme inaccessible, distante et presque insaisissable. En réalité, elle n'est pas inaccessible. Elle est sélective, et cette sélection est devenue vitale.
Pour les autres, ceux qui ne travaillent pas avec elle, ceux qui n'ont pas de scène à construire, mais une histoire à exploiter et regarder la crainte que son image lui échappe, qu'elle soit utilisée contre son gré ou transformée en marchandise. Elle a appris très tôt que la curiosité n'est pas toujours innocente et que le silence parfois est une digue. Si ce soir-là, dans l'entretien, au lieu de céder à l'attente habituelle racontez-nous votre vie, elle fait exactement l'inverse, elle parle du cadre, elle parle de la frontière. Elle parle de cette phrase simple que beaucoup comprennent trop tard. Si vous ne fixez pas la limite, quelqu'un la fixera pour vous. Et dans ce récit, un nom revient, naturellement non comme un avis sentimental, mais comme un repère professionnel, Guillaume Canet, pas parce qu'elle racontera un secret, mais parce que leur point commun depuis la clé où ils partagent l'affiche qu'est de connaître la valeur d'un plateau, quand ils essaient une scène où l'on ne prend pas, où l'on ne vole pas, où l'on n'exige pas. La confiance chez Vanessa n'est naît donc pas d'une promesse. Elle est née d'une preuve répétée, le respect du rythme du silence du non-dit. Le respect surtout de cette pudeur qui chez elle n'est pas une coquetterie de star mais une mémoire. Et c'est ici que les mots brisés prennent son vrai sens. Elle brise le silence sur une chose que l'industrie déteste entendre, que la célébrité ne donne aucun droit, qu'un artiste n'est pas un territoire, et que la confiance n'est pas une émotion, qu'est une construction fragile et rigoureuse qui dépend de la manière dont on se tient face à l'autre. Alors, faussement, une dernière question se pose, la plus simple et la plus inquiétante, si Vanessa Paradis ne fait confiance qu'aux gens du métier. Que se passe-t-il le jour où même ces cercles-là se fissurent et que rester d'il coin la confiance devient trop coûteuse? Vanessa Paradis ne conclut jamais comme on ferme un dossier. Elle conclut comme on laisse une phrase en suspens. Parce qu'elle sait que dans sa vie, ce qui a compte n'a pas toujours été dit et que ce qui a été dit n'a pas toujours compte. Et 52 ans au moment de revenir avec le retour des beaux jours et d'annoncer une tournée. En 2026, elle ne présente pas son parcours comme une victoire sur le temps. Elle le présente comme une continuité fragile, une artiste qui s'autorise à réapparaître sans se rendre. La France, elle continue de la regarder comme une mythe, comme une silhouette qui à travers les décennies sans se déformer. Mais Vanessa n'a jamais été une silhouette, elle est une femme qui a appris parfois dans la douleur à refuser les histoires qu'on écrit à sa place. C'est qu'elle laisse entendre aujourd'hui n'est pas une confession et encore moins une revanche, c'est une mise au point intérieur. Dans l'entretien, on comprend qu'elle ne cherche pas à convaincre, elle cherche à ne plus se perdre. La frontière est claire, elle parle d'art, elle parle de travail, elle parle de ce qui la maintient debout. Et quand on insiste sur le reste, elle se referme avec cette froideur apparente qui n'est au fond qu'une défense devenue réflexe. Mais alors, que reste-t-il après toutes ces années de projection et de silence? Il reste une idée qui dans le monde du spectacle semble presque subversive. La confiance n'est pas un droit, c'est un privilège. Vanessa Paradis l'accorde rarement. Et quand elle l'accorde, ce n'est pas pour se livrer, mais pour créer. Dans l'article, Guillaume Galien le dit simplement, la diriger est agréable parce qu'elle fait confiance. Et le texte précise qu'elle réserve cette confiance aux gens du métier. Ses choix racontés, toute elle n'est pas fermée. Elle est organisée. Et cette organisation lui a permis de traverser les tempêtes sans être entièrement avalée. La rupture médiatisée de 2012, la violence du regard public, la machine qui cherchait sans cesser un récit prêt-à-porter. Tout cela a laissé des traces, mais l'après lui a produit quelque chose de plus solide et une manière de vivre dans l'exposition sans y habiter. Dans cet épilogue, le nom de Guillaume Canet ne sert pas à écrire un roman. Il sert à rappeler un fait plus rare que l'amour, plus discret que l'amitié, l'existence de liens propres n'est du travail où l'on se respecte sans se posséder. Une confiance née avec quelqu'un qui n'est pas forcément une histoire. C'est parfois une preuve que l'on peut encore rencontrer dans ce métier des espaces où l'on ne se trahit pas. Mais alors, pourquoi qu'elle a touché autant? Parce que derrière la célébrité, qui est une question que tout le monde connaît, à qui peut on se fier vraiment, Vanessa Paradis, elle répond sans grand discours. Elle répond par son style, par son refus de se raconter, par sa décision de revenir avec un album qui laisse passer le personnel sans l'exhiber, y compris la présence de ses enfants Jacques et Lily Rose dans le disque qu'elle évoque comme une fête simple sans stratégie. Comme si après tant d'années, elle acceptait une seule chose, que l'intime puisse exister sans être libre. Et c'est peut-être qu'à l'émotion finale, voir une femme longtemps perçue comme un symbole et redevenir l'espace d'un entretien, un être humain qui choisit, qui dit non, qui dit più, mais qui dit vrai.
Alors on imagine la dernière image non pas spectaculaire, non pas dramatique, une image qui ne prouve rien, une image qui ne vient rien. Et sur la table, il reste une photo. Le temple lui ne dit plus rien.